élections en Turquie, la population ainsi que ses leaders se sont rendus aux urnes. Le dépouillement des bulletins a commencé, un scrutin qui s'est déroulé dans un contexte tendu marqué par la reprise du conflit kurde. Les boîtes noires de l'avion russe qui s'est écrasé dans le Sinaï ont été retrouvées. L'État islamique affirme avoir abattu l'appareil, mais Moscou ne se fie pas aux revendications des djihadistes. Et puis Ariel Eric claque la porte du ministère de l'économie en Israël en cause un différend concernant l'approche du dossier destiné à conclure un accord sur les champs gaziers. Bonjour à tous, les bureaux de vote viennent de fermer leurs portes en Turquie. La population s'était pressée aux urnes tout au long de la journée pour cette deuxième élection législative en l'espace de 5 mois. Un scrutin qui s'est déroulé dans un contexte d'inquiétude et de division avec la reprise du conflit kurde, la contagion djihadiste venue de la Syrie ou encore la dérive autoritaire du gouvernement Erdogan. On écoute le Premier ministre turc. Nous portons tous la responsabilité de prendre bon soin de notre démocratie. Gouverner le pays est un devoir que nous confie le peuple. Ce n'est pas un emploi à durée indéterminée, mais cela demande que la fonction soit accomplie de manière permanente. J'espère que le résultat sera un bienfait pour notre pays et pour nos 78 millions de citoyens. Et la principale figure de l'opposition est représentée par le président du parti kurde HDP, Selahattin Demirtas. Celui-ci est désigné comme l'étoile montante au sein de la classe politique de son pays. Son portrait en images. Il a 42 ans, il est charismatique, il est surtout devenu une figure politique incontournable en Turquie. Toute la Turquie, nous tous, ce que nous désirons le plus, c'est la sérénité et la paix. Je souhaite que cet espoir de paix sorte des urnes. Selahattin Demirtas, le coprésident du parti pro-kurde du HDP, a bien compris l'importance de l'image. Il n'hésite pas à poser avec femmes et enfants, à répondre présent aux invitations des journalistes. Il va même jusqu'à pousser la chansonnette en direct à la télévision. Mais c'est son côté proche du peuple qui séduit surtout les électeurs. Face caméra, on le voit chez des étudiants, mettant la main à la pâte en cuisine. Ou encore ici, discutant sur un chantier avec des ouvriers. Des images qui tranchent avec celles du président Recep Tayyip Erdogan, toujours distant, presque insaisissable. Erdogan cible privilégié des attaques de Demirtas à chaque apparition publique. Celui qui nous traite de traîtres à la patrie, d'indépendantistes et de terroristes, c'est cette personne qui vient d'ouvrir le feu sur notre pays. Le parti de Demirtas est souvent la cible du pouvoir. Arrestations, perquisitions, interrogatoires, autant d'offensives destinées à déstabiliser le parti qui a fait perdre la majorité absolue au parti d'Erdogan en juin dernier. Mais le HDC est toujours là, enregistrant des voix de plus en plus nombreuses. Dans l'actualité également, cet attentat survenu dans un grand hôtel de Mogadiscio en Somalie. Au moins 12 personnes ont péri. L'attaque a été revendiquée par les islamistes Shebab alliés à Al-Qaïda. Ces djihadistes ont utilisé un véhicule bourré d'explosifs pour se frayer un chemin à l'intérieur de l'établissement. Accident ou attentat, l'enquête a démarré pour déterminer les causes du crash de l'avion de touristes russes dans le désert égyptien. Le périmètre des recherches s'est élargi pour retrouver les corps des 224 occupants. La branche égyptienne de l'État islamique affirme avoir abattu l'appareil, une revendication que contestent les Russes. Myriam Aman. Ils étaient venus accueillir leurs proches de retour de vacances à Sharm el-Sheikh, mais l'avion n'était pas affiché. J'ai regardé où était l'avion sur un radar disponible sur Internet. Tout avait l'air en ordre. Je suis arrivé ici vers 11h30, mais le vol n'apparaissait nulle part sur les tableaux d'affichage. Après quelques minutes d'incertitude, la terrible nouvelle tombe. C'est l'incompréhension, le choc. Hier, mon fils a appelé. Il a dit que l'atterrissage était prévu à 11h40. Il était en vacances avec sa famille et sa petite fille de 10 mois. Les enfants sont rentrés un peu plus tôt. Ils étaient tous là-bas ensemble. Ils sont rentrés plus tôt, mais mon épouse a pris un vol plus tard. Elle avait un mauvais pressentiment la nuit dernière. Les proches des victimes ont été pris en charge par une équipe de médecins et de psychologues. Des prélèvements ADN ont également été effectués pour permettre l'identification des corps.
Les passagers n'ont eu aucune chance. C'est tout ce qu'il reste de l'avion Metrojet. Des dizaines de corps ont été retrouvés sur les lieux du crash et transportés au Caire par hélicoptère. L'enquête, elle se poursuit et plusieurs pistes sont sur la table. Celle d'une défaillance technique, mais l'appareil âgé de 18 ans avait subi un contrôle complet en 2014. Jusqu'à ce que le crash survienne, nous n'avons reçu aucune information concernant des éventuels défauts dans l'avion. Nous n'avons pas non plus reçu de SOS. L'hypothèse d'un attentat est également explorée. La branche égyptienne de l'État islamique s'est empressée samedi de revendiquer le crash. Les experts ont écarté la possibilité d'un missile, Daesh n'ayant pas la capacité d'atteindre un avion volant à cette altitude. Mais l'hypothèse d'une bombe placée dans l'appareil n'est-elle pas exclue? Les aéroports égyptiens ne sont pas réputés pour leur contrôle de sécurité. Les autorités russes ne croient pas à la thèse terroriste et penchent plutôt pour la négligence de la compagnie aérienne. Des perquisitions ont été menées dès samedi dans les bureaux de Metrojet. Les enquêteurs égyptiens tentent à présent de faire parler les deux boîtes noires. Elles devraient permettre de mieux comprendre les circonstances du drame. Et on poursuit ce journal en Cisjordanie avec cette tentative d'attaque au couteau. Ça s'est passé dans la ville ultra sensible de Hebron. Un Palestinien a tenté de poignarder un soldat israélien avant d'être tué par les forces de sécurité israéliennes. Aucun blessé n'est à déplorer. L'actualité en Israël, c'est également la démission ce matin du ministre de l'économie, Aryeh Deri. Le poste va revenir au Premier ministre Benyamin Netanyahou. Cela devrait permettre de lever un obstacle majeur à la conclusion d'un important accord gazier bloqué depuis des mois. On écoute le Premier ministre israélien. Le ministre Deri vient de m'informer de sa volonté de démissionner du poste de ministre de l'économie. Pour poursuivre notre mission, je gérerai ce ministère et je confirmerai cette mesure. Le ministère du Negev et de la Galilée sera aussi chargé des localités et de la périphérie et sera nommé ministre du développement de ces régions. Et je pense que par la suite, nous saurons trouver un portefeuille adéquat à Aryeh Deri correspondant au statut et aux compétences de ce ministre, chef d'un des partis importants de la coalition. On reste en Israël. Ils étaient 100 000 selon les organisateurs à avoir envahi la place Rabin hier soir, lieu où l'ancien Premier ministre a été assassiné par arme à feu il y a 20 ans cette année. Plusieurs personnalités se sont exprimées, notamment Reuven Rivlin ou encore Bill Clinton. On les écoute. La prochaine étape dépend de votre décision. Si vous décidez qu'Yitzhak Rabin avait raison, qu'il faut vivre avec son voisin, que vous voulez offrir une chance à vos enfants, que vous voulez vivre en paix. Ceux qui l'aimaient et qui aiment Israël prient pour que vous preniez la bonne décision. À ceux qui menacent, à ceux qui lèvent le poing, à ceux qui dessinent des images d'uniformes SS, je veux vous dire que nous n'avons pas peur de vous. Et un mot de sport, la Nouvelle-Zélande savoure la victoire éclatante de son équipe sur l'Australie. Ça s'est passé à Londres hier soir lors de la Coupe du Monde de rugby. Les All Blacks renforcent ainsi leur réputation de meilleure équipe de rugby de tous les temps avec un deuxième titre de champion du monde d'affilée. Un exploit inédit puisque jamais aucun pays n'a été sacré 2 fois consécutives. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se quitte en images. On a fêté bien entendu Halloween hier soir à Paris. Figurez-vous que les lauréats d'un jeu concours ont gagné le droit de passer une nuit dans l'ossuaire des catacombes, spécialement privatisé pour cette occasion. Au programme, dîner aux chandelles, concert de musique classique et une nuit passée sur place, entourée par les restes de 6 millions de Parisiens. Ça fait froid dans le dos. On se quitte en images donc et on se retrouve dans 20 minutes.